Vous regardez Medi 1 TV Afrique, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Voici les titres qui font l'actualité. Au Maroc, le roi Mohamed VI a lancé le projet d'extension de la ligne 2 du tramway de Rabat-Salé. C'était hier au niveau de l'avenue Hassan II au quartier Betana à Salé. Le projet d'extension de cette ligne mobilise des investissements de l'ordre de 1,7 milliard de dirhams. Au Kenya, après l'annulation de l'élection présidentielle du 8 août dernier, le pays organise le 26 octobre une nouvelle élection, d'ores et déjà sous très haute tension. Une conférence-exposition se tient à la Galerie nationale de Dakar au Sénégal. L'objectif de ce rendez-vous est de promouvoir les échanges interculturels entre l'Afrique et l'Asie. Soyez les bienvenus sur Medi 1 TV Afrique. Le roi Mohamed VI a donc lancé le projet d'extension de la ligne 2 du tramway de Rabat-Salé. C'était hier au niveau de l'avenue Hassan II au quartier Betana à Salé. Le projet d'extension de cette ligne mobilise des investissements de l'ordre de 1,7 milliard de dirhams. Il aura un impact important sur la fluidité de la circulation entre les deux villes jumelles car il va desservir des quartiers denses en population. Compte rendu, Férouz Ben Taleb. Ce projet s'inscrit en droite ligne des objectifs du programme intégré de développement de la ville de Rabat 2014-2018, baptisé Rabat Ville Lumière, capitale marocaine de la culture, et traduit la volonté du souverain d'ériger les villes de Rabat et de Salé en mégapole urbaine. Le projet d'extension de la ligne 2 du tramway de Rabat-Salé répond à plusieurs enjeux, à la fois de transport, de requalification urbaine et de société. Il favorisera ainsi le renforcement de la connectivité entre Rabat et Salé, l'amélioration des conditions de déplacement dans les quartiers desservis, les correspondances avec les autres moyens de transport, l'encouragement de l'utilisation des transports en commun, notamment de ceux respectueux de l'environnement, ainsi que le réaménagement de l'espace public le long du tracé. Cette extension, dont la mise en service est prévue courant juillet 2019, permettra de desservir des quartiers denses en population, en l'occurrence le quartier Yaqoub el-Mansour à Rabat et les quartiers Moulay Ismail et Qaryat Ouled Moussa à Salé. Et afin d'accompagner ce projet d'extension, le parc de tramway sera renforcé par l'acquisition de 22 nouvelles rames. Il est à noter que d'autres projets d'extension des lignes 1 et 2 du tramway de Rabat-Salé sont en cours d'étude. Le tramway de Rabat-Salé a enregistré, après plus de 6 années d'exploitation, près de 110 000 voyageurs par jour, soit un total de 164 millions de voyageurs depuis sa mise en service, et a participé à la création de 400 nouveaux emplois pérennes et à une réduction des émissions de CO2 estimée à 10 000 tonnes par an. En Catalogne, les plus radicaux des séparatistes ont menacé de mener une campagne de désobéissance massive si Madrid prend le contrôle de cette région autonome vendredi, alors qu'aucun rapprochement ne semblait en vue pour éviter l'escalade. La majorité séparatiste du Parlement régional catalan a aussi annoncé hier la tenue d'une séance parlementaire. Elle se déroulera jeudi, à la veille du vote par le Sénat espagnol de la mise sous tutelle de cette région. Pour reprendre le contrôle de la Catalogne, Madrid prévoit de limoger l'exécutif séparatiste, de prendre le commandement de la police, mais aussi de placer sous tutelle le Parlement et les médias publics. Intéressons-nous maintenant à l'exode des Rohingyas de Birmanie. Les États-Unis ont annoncé hier réduire davantage leur aide aux unités birmanes et aux officiers impliqués dans les violences contre la communauté musulmane des Rohingyas. Dans un communiqué, la porte-parole du département d'État a annoncé une série de mesures punitives. Parmi ces mesures, la suspension de l'examen des dispenses de voyage pour les hauts responsables militaires birmans et l'annulation des invitations faites aux hauts responsables des forces de sécurité birmanes pour assister à des manifestations parrainées par les États-Unis. Suite aux propos du ministre algérien des Affaires étrangères, des militants algériens des droits de l'homme ont émis de sévères critiques à son encontre. Ils l'ont qualifié de honte pour la diplomatie algérienne. C'était lors d'une émission diffusée sur une chaîne de télévision étrangère. Selon ces militants, le ministre algérien des Affaires étrangères n'a pas pu se retenir et a explosé de haine en réaction aux déclarations de chefs d'entreprise algériens. Ces derniers avaient fait l'éloge, je cite, de la percée remarquable d'entreprises marocaines en Afrique.
Plus de 2000 ressortissants d'Afrique subsaharienne ont été arrêtés et expulsés vers le Niger et le Mali depuis le 22 septembre en Algérie. Déclaration faite hier par Amnesty International qui dénonce des arrestations arbitraires et des expulsions massives illégales. C'est une élection présidentielle qui s'annonce très mouvementée le 26 octobre au Kenya. Cette dernière fait suite à l'annulation par la Cour suprême de l'élection précédente du 8 août. Même si des appels au calme et au dialogue sont lancés de toutes parts, la tension est bel et bien palpable. Souwa Bouta. C'est sous l'œil attentif des militaires que les bulletins de vote sont déchargés sur le tarmac de l'aéroport de Nairobi. Fermeté et retenue, c'est ce que le ministre kényan de l'Intérieur, Fred Matiang'i, exige des services de sécurité qui se disent prêts à garantir que l'élection présidentielle du 26 octobre se déroule dans le calme. La commission électorale compte sur ces dispositifs de sécurité. Je suis sûre que les organes de sécurité de ce pays vont assurer la sécurité de notre personnel, de nos bulletins de vote, de tout notre matériel, ainsi que la sécurité de tous les électeurs. Après la décision de la Cour suprême, le leader de l'opposition, Raila Odinga, avait demandé des réformes au sein de la commission électorale. Estimant ne pas avoir été entendu, il a annoncé le 10 octobre qu'il ne participerait pas à l'élection de jeudi. L'opposition a mené une série de manifestations pour tenter de faire pression sur la commission électorale. Elle a été le plus souvent réprimée par la police. Au moins 40 personnes, selon les organisations des droits de l'homme et des témoins, ont été tuées depuis le 8 août, pour la plupart par la police. Dans ce contexte, le pape François a souhaité un climat de dialogue constructif pour le Kenya, pays en proie à une grave crise politique. Je vous demande de vous joindre à moi dans mes prières pour la paix dans le monde. Ces derniers jours, je suis, avec une attention particulière, la situation au Kenya, pays que j'ai visité en 2015, et je prie pour que le pays puisse affronter les difficultés actuelles dans un climat de dialogue constructif. Le ministre kényan de l'Intérieur, Fred Matiang'i, a appelé les forces de l'ordre à faire preuve de fermeté, mais aussi de retenue, pour éviter que la crise, la pire traversée par le pays depuis les violences post-électorales de 2007-2008, qui avait fait plus de 1100 morts, ne s'aggrave pas. Le gouvernement malien, lui, vient de fixer au 17 décembre la date des élections couplées, régionales, locales et communales partielles. Une décision qui a fait réagir l'opposition politique pour laquelle les conditions actuelles ne permettent pas la tenue d'élections libres et transparentes. Plus de détails maintenant avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. L'opposition politique malienne et certains mouvements de la société civile ont organisé une conférence de presse pour exprimer leur désaccord avec la convocation du collège électoral par le gouvernement pour les élections couplées des régionales, locales et communales partielles pour le 17 décembre prochain. Les communales de novembre 2016 n'ont pu se tenir dans 59 communes du centre et du nord du pays. Aujourd'hui, avec l'absence de l'administration et des forces armées maliennes dans plusieurs localités de cette partie du pays, l'opposition estime que ces élections ne garantissent pas le droit de vote à tous les citoyens comme l'impose la loi électorale. Le pays a atteint un degré d'insécurité inégalé depuis les dernières élections de 2013. Et aujourd'hui, il y a des pans entiers, des régions entières, des zones entières, des villages entiers qui sont investis, occupés, traversés par des djihadistes, par également des bandits armés. Et l'État ne contrôle pas le territoire. Dans ces conditions, je me demande comment on peut organiser des élections transparentes et correctes. C'est impensable. L'autre grief qui a été soulevé par la société civile et l'opposition et qui ne permettrait pas la tenue d'élections libres et transparentes est la question du fichier électoral qui ne serait pas nettoyé. En tant que partie prenante et organisateur des élections, la gestion de ce fichier par le gouvernement ne rassure pas. Nous estimons que ce fichier mérite d'être audité. Et je crois que dans la majeure partie des pays dans la sous-région, les élections sont organisées par une structure indépendante, ce qui n'est pas le cas au Mali. Au Mali, c'est l'État qui organise les élections et l'État est partie prenante des élections.
Si l'opposition émet des réserves sur la bonne tenue de ces élections couplées, compte tenu de l'aspect sécuritaire du pays et de la qualité du fichier électoral, elle laisse cependant planer le doute sur sa participation à ces élections dont la constitution des listes a déjà commencé. L'opposition togolaise, elle, a appelé à de nouvelles manifestations les 7, 8 et 9 novembre dans la capitale Lomé. Elle ne compte pas céder à ses revendications dont une réforme de la Constitution et notamment la limitation à 2 du mandat présidentiel. Après 2 mois d'une grave crise politique dans le pays, le porte-parole de la coalition de l'opposition, Éric Dupuis, a également annoncé des meetings à l'intérieur du pays à la fin de ce mois d'octobre et début novembre. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, entame aujourd'hui à Bangui une visite à une mission de maintien de la paix. Une première depuis sa prise de fonction le 1er janvier. Une date qui n'est pas choisie par hasard puisqu'il s'agit du jour d'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Une manière pour le secrétaire général de l'ONU d'exprimer, selon lui, sa solidarité personnelle et l'engagement sans faille des Nations Unies aux côtés du peuple centrafricain. Direction le Sénégal pour parler de la place de l'art africain dans le marché international. Une conférence-exposition se tient à la Galerie nationale de Dakar. L'objectif de ce rendez-vous est de promouvoir les échanges interculturels entre l'Afrique et l'Asie. Reportage Awa Diop et Mbaïndia. Symbiose, la diversité culturelle au service de l'art africain contemporain pour le développement. C'est l'objectif premier de ce programme artistique. Donc aujourd'hui, moi je pense que le monde appartient au métissage. Au-delà des frontières, normalement il ne devrait plus y avoir de frontières. Donc les gens doivent pouvoir se mélanger, échanger, partager pour un meilleur devenir dans tous les pays du monde. Et c'est l'idée dans laquelle nous avons organisé cette manifestation. L'art africain s'offre au monde, une occasion pour les artistes coréens d'échanger avec leurs collègues sénégalais. Un moment fort en brassage culturel. Une relation culturelle et artistique. Donc c'est pour ça que nous sommes venus ici pour avoir le temps d'organiser la picture et aussi de développer notre relation artistique. C'est pour ça que nous avons organisé cette exposition et aussi un petit séminaire. L'art africain contemporain au service de la protection de l'environnement. C'est l'une des représentations phares de ce vernissage. Cette installation, c'est la continuité de l'autre. C'est toujours sur les inondations. Parce que je l'ai intitulé Cry for Help, qui demande secours. Ce n'est pas les moustiques, mais c'est les sinistrés eux-mêmes qui demandent secours. Et j'invite toujours les sinistrés à prendre soin de leurs environnements. Parce qu'une fois qu'on a les canalisations bloquées ou quelque chose comme ça, il y a les moustiques qui s'y développent et le paludisme vient après. Objets d'art, ethnographie, religion, photographie, cette symbiose entre l'art africain et celui asiatique a pour mission de promouvoir la découverte des autres cultures traditionnelles et contemporaines entre les deux continents. C'est tout pour ce journal. Retrouvez juste après l'invité de la rédaction. L'édition de Dakar, elle, reviendra après ça. Merci à vous.